Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir débuter ce webinaire. Donc, je me présente. Je suis Ségolène Duclosiou, chargée de mission prévention et promotion de la santé à la Mutualité française Centre-Val de Loire. Et aujourd'hui, pour ce web matin santé, cœur au féminin, comprendre et prévenir les risques cardiovasculaires, nous accueillons donc le docteur Catherine Monpère, qui est cardiologue et qui va pouvoir intervenir sur cette thématique. Oui, Petit point logistique, excusez-moi, allez-y. non, c'était simplement pour dire bonjour à chacun et à chacune pour ce webinaire. Voilà. Vous avez Et sans donc, doute des informations à donner. c'est ça, petit point logistique pour commencer. Donc, nous sommes sur Zoom en format webinaire, donc c'est normal que vous n'ayez ni accès au micro ni à la caméra, mais vous pouvez intervenir via le chat et les questions-réponses. N'hésitez pas et on aura un petit temps à la fin pour répondre à toutes vos questions, mais vous pouvez les poser au fur et à mesure ou toute remarque autre. Donc, pour présenter rapidement la mutualité française Centre-Val de Loire, c'est l'union régionale des mutuelles de la région Centre-Val de Loire. Donc, elle va représenter plus de 124 mutuelles dans les 6 départements de la région, ce qui, au total, fait plus de 1,2 million de personnes protégées dans la région Centre-Val de Loire. Elle met en place des actions de prévention, toujours sur la région. En 2023, c'était plus de 300 actions de prévention qui étaient mises en place. Et ça va être des actions sur des thématiques telles que le maintien de l'autonomie, la santé mentale ou encore la santé environnementale. Et le service de prévention-promotion de la santé a depuis mars 2014 une certification de qualité ISO 9001. Petite présentation de notre intervenante. Donc, le docteur Catherine Monpère est cardiologue avec une activité orientée tout particulièrement vers la prévention cardiovasculaire. Elle œuvre notamment en faveur de la reconnaissance de la réadaptation cardiaque. Elle est membre de la commission Cœur de Femmes, donc c'est plein dans notre thématique d'aujourd'hui. C'est de la Fédération de cardiologie qui est dédiée donc à la bonne santé du cœur des femmes. Et elle a été chef de service dans un établissement de référence expert en réadaptation cardiaque. Et l'objectif du webinaire d'aujourd'hui sera donc de comprendre les enjeux de cette thématique du cœur au féminin en s'appuyant sur des données épidémiologiques et de connaître les risques qui conduisent aux maladies cardiovasculaires, les risques généraux et plus spécifiquement ceux féminins. Et donc l'organisation du webinaire, pour commencer, nous aurons donc l'intervention du docteur Catherine pendant 35-45 minutes, puis nous aurons les questions et à la fin, je vous enverrai via le chat un petit questionnaire de satisfaction à remplir en ligne rapidement qui nous permettra d'évaluer nos actions et de vous proposer des actions toujours mieux. Vous pourrez indiquer vos remarques, des thématiques qui pourraient vous intéresser, etc. Et je vais vous laisser la parole. Merci. Donc, je vais mettre en partage mon diaporama. Bonjour à toutes et bonjour à tous également, car je pense que même le public masculin devrait trouver des informations intéressantes sur ce webinaire, parce que, en effet, si les femmes ont bien des facteurs de risque spécifiques, en fait, nous avons également beaucoup de facteurs de risque concernant les maladies cardiovasculaires en commun. Donc, pourquoi cette thématique? Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une question de mode, car en effet, les chiffres sont là, ils sont préoccupants, et les évidences épidémiologiques sont là. Les maladies cardiovasculaires représentent en France la première cause de décès chez les femmes, 26%, c'est-à-dire qu'actuellement en France, plus d'une femme sur 4 décédera d'une maladie cardiovasculaire. Cela dit, si on fait un micro-trottoir et que l'on demande pour vous quelle est la première cause de décès chez les femmes, on vous répondra plus d'une fois sur deux, le cancer du sein. Or, les chiffres le montrent, les décès par maladie cardiovasculaire tuent 6 à 7 fois plus les femmes que le cancer du sein. En effet, ces maladies cardio-neurovasculaires, puisqu'on englobe également les décès liés aux accidents vasculaires cérébraux, représentent tous les jours 200 décès de femmes. C'est-à-dire qu'actuellement,
malgré les progrès extraordinaires qui ont été faits dans les maladies cardiaques, puisque au cours de ces dernières décennies, il y a quand même une réduction de plus de 50% des décès par maladie cardiovasculaire, eh bien, malgré ces progrès, on voit que les femmes restent encore prioritairement touchées par les décès cardiovasculaires, plus que chez les hommes, où ces décès passent en deuxième position derrière les décès par cancer. Alors, pourquoi il y a en fait très très peu de temps que ce problème des maladies cardiaques chez les femmes, qui est un réel problème de santé publique, a été étudié. En effet, pendant longtemps, on a considéré uniquement ce qu'on appelle la médecine de bikini, c'est-à-dire chez les femmes, les études intéressaient essentiellement tout ce qui concernait les pathologies mammaires ou les pathologies génitales. Donc, et on pensait que les maladies liées à d'autres organes, et en particulier le cœur, ben, c'était simplement un copier-coller de ce qui se passait chez les hommes. On s'est aperçu que c'était loin d'être le cas. Alors tout d'abord, ben, de quoi parlons-nous? On parle essentiellement de ce qu'on appelle la maladie athéromateuse ou l'athérosclérose, qui consiste essentiellement en une maladie diffuse de l'ensemble des artères de notre corps, qui va avoir pour conséquence des dépôts de graisse de plus en plus importants au niveau de la paroi de nos artères, en formant ce que l'on appelle une petite coque, qui est une plaque d'athérome, qui progressivement, vous voyez, va réduire le calibre de nos artères, et qui, à l'extrême, peut entraîner la formation d'un caillot qui va complètement obstruer l'artère et ainsi mettre en péril, lorsque ce caillot se forme au niveau des artères du cœur, entraîner par exemple un infarctus, puisqu'il y a une partie du cœur qui ne va plus être vascularisée du fait de la création de ce caillot. Il peut y avoir également des spasmes artériels qui vont avoir les mêmes conséquences. Et finalement, donc cette maladie athéromateuse, je vous le disais, c'est une maladie diffuse sur l'ensemble des artères de notre organisme. Eh bien, suivant la localisation de la formation de ces caillots, vous pouvez avoir la création d'un infarctus du myocarde lorsque ce caillot est au niveau du cœur, un accident vasculaire cérébral lorsque c'est au niveau du cerveau ou au niveau des jambes, une artérite des membres inférieurs. Alors, comment est-ce que cela se produit, cette athérosclérose? C'est lié essentiellement à ce que l'on appelle des facteurs de risque qui sont constitués par l'hypertension artérielle, l'excès de cholestérol dans le sang, le taux de sucre trop élevé ou ce qu'on appelle un diabète de type 2, le surpoids, l'obésité, qui sont autant de facteurs de risque. Ces facteurs de risque sont d'une part liés à des facteurs qu'on appelle non modifiables. L'âge, hein, plus on augmente en âge, plus le risque vasculaire va être élevé. L'hérédité, il y a des familles où il y a à des âges précoces des infarctus. Et le sexe masculin est concerné chez les moins le sexe masculin est concerné chez les hommes qui sont plus atteints de maladies cardiovasculaires par rapport aux femmes, les femmes étant concernées essentiellement après 65 ans. Donc, ces facteurs de risque non modifiables existent, c'est vrai, mais ils ne sont rien par rapport aux facteurs de risque dits modifiables qui représentent plus de 80% de la cause des infarctus ou des accidents vasculaires cérébraux. Ces facteurs de risque modifiables, c'est le tabagisme, c'est l'alimentation, c'est le manque d'exercice, la sédentarité, c'est tout ce qui concerne les syndromes dépressifs, l'anxiété, le stress, les troubles du sommeil, la pollution. Donc, on va avoir ce risque qu'on appelle
métaboliques, des facteurs personnels et des facteurs de comportement qui vont donc entraîner ces maladies cardiovasculaires. À côté de ces chiffres que je vous ai donnés, il y a un autre élément qui est également très préoccupant lorsque l'on regarde un petit peu les femmes les plus jeunes avant la ménopause, à un âge où elles sont supposées être protégées par leurs hormones, et en particulier par les œstrogènes. Lorsque l'on regarde en France ce qui se passe en termes d'hospitalisation pour infarctus du myocarde chez les femmes de moins de 54 ans, on s'aperçoit que tous les ans, depuis cette dernière décennie, il y a une augmentation de 5%, donc 25% en 5 ans, du nombre d'infarctus chez ces jeunes femmes, et qu'en plus, elles ont une prise en charge qui semble-t-il est moins performante que chez les hommes. Il y a eu donc une étude assez intéressante qui a été faite chez ces femmes françaises en France, qui a intéressé 314 patientes qui étaient âgées de moins de 50 ans, et vous voyez avec un âge moyen de près de 43 ans, donc jeunes. Et on a étudié chez ces femmes quels étaient les facteurs de risque qui les avaient amenées à faire cet infarctus à un âge où normalement elles devraient être protégées. Eh bien, on a retrouvé une importance des facteurs de risque que l'on appelle traditionnels, au premier rang desquels il y a le tabac, puisque 75% de ces 314 patientes étaient fumeuses, alors qu'on sait que dans cette catégorie d'âge, ça représente moins de 20%, donc une surreprésentation des fumeuses. 14% étaient déjà diabétiques, un quart, plus d'un quart, avaient une hypertension artérielle, mais peu étaient traités. 35% avaient des antécédents familiaux. Et à côté de ces facteurs de risque que l'on appelle traditionnels, il y avait des facteurs de risque plus spécifiques liés aux hormones féminines ou à des risques au cours de grossesse. Un tiers, donc c'est un chiffre important, ont eu des grossesses pathologiques. Près de la moitié étaient sous contraception orale, et on y reviendra sur l'association qui est vraiment très, très délétère du tabac et de la contraception œstroprogestative. Et ces jeunes femmes, il y en avait déjà 15% qui étaient déjà ménopausées. Donc, on voit qu'il y a là encore des choses à faire chez ces femmes que l'on croyait protégées et des mesures de prévention et d'information à prendre. Alors, pourquoi ce constat? Eh bien, les causes sont réellement multiples. Des causes qui impliquent les femmes elles-mêmes, avec des risques métaboliques qui sont en augmentation, mais également des facteurs de risque liés à leur comportement. Des causes qui impliquent également, on va le voir, les professionnels de santé, et puis également des causes qui impliquent les politiques de santé publique, les médias. Pour reprendre l'exemple un petit peu du cancer du sein, actuellement, vous connaissez toutes et tous ces politiques de dépistage du cancer du sein, par exemple, qui sont tout à fait bien relayées par les médias et qui sont tout à fait connues. Et c'est vrai qu'on aurait bien aimé, à côté de ce plan cancer, avoir un plan cœur pour la prévention des maladies cardiovasculaires dans toute la population, mais les femmes également. Donc, des causes multiples, et on va le voir bien sûr, et heureusement, des solutions qui sont tout à fait possibles. Alors, pour reprendre un petit peu ces facteurs de risque, il va y avoir, je le disais tout à l'heure, des facteurs de risque traditionnels qui sont réellement en explosion, avec en particulier liés au fait qu'il y a eu des modifications du style de vie des femmes. Premier duquel vient le tabagisme, qui est réellement une bombe à retardement, alors que ce tabagisme, on le sait, est en régression depuis 2016, mais il y a eu, dans les années 70 et 80, une augmentation majeure du tabagisme chez les femmes, à plus de 75%,
avec un effet retard de l'exposition qui explique l'augmentation des décès cardiovasculaires chez ces femmes un peu plus âgées. Mais on a vu également chez les jeunes femmes de l'importance du tabagisme qui fait perdre donc cette protection vasculaire, notamment lorsqu'il y a eu une association avec les œstroprogestatifs, avec une contraception hormonale qui multiplie par 12 le risque de faire un infarctus du myocarde. Autre conséquence, j'allais dire collatérale, les décès par cancer du poumon ont augmenté de 71% entre 2000 et 2014 et représentent maintenant plus de décès que par cancer du sein. À côté du tabagisme, il y a des facteurs de risque qui sont en progression chez les femmes, avec en particulier une sédentarité, une inactivité physique qui est en hausse, qui va générer une augmentation de l'obésité et en particulier de l'obésité abdominale et qui va être finalement, qui va faire le lit du diabète dans toutes les classes d'âge. À côté de ces facteurs de risque, à facteur de risque égal, certains facteurs de risque vont multiplier le risque de développer une maladie cardiaque comparé aux hommes. C'est par exemple pour le même nombre d'années de tabac, les femmes ont un risque qui est augmenté de 25% par rapport aux hommes de développer une maladie cardiovasculaire. Et pour le diabète et l'hypertension, c'est même plus important puisque on estime que ça représente à peu près plus de 50% de risque comparé aux hommes de développer une hypertension, de développer un accident vasculaire ou un infarctus du myocarde. Et puis, il y a certains facteurs de risque qu'on va retrouver plus spécifiquement chez les femmes, en particulier la dépression, en particulier tout ce qu'on appelle les facteurs de risque psychosociaux, tout ce qui concerne également et qui sont retrouvés plus fréquemment chez les femmes, c'est tout ce qui concerne les traumatismes, en particulier les traumatismes, notamment dans l'enfance, tout ce qui concerne les stress post-traumatiques qu'on retrouve particulièrement présents chez les jeunes femmes et qui sont réellement un facteur de risque majeur. Donc tout cela, on le voit, donc des facteurs de risque traditionnels, mais avec des spécificités chez les femmes. Et puis à côté de ces facteurs de risque traditionnels, on va avoir des facteurs de risque qui sont vraiment là très spécifiques et liés à la vie hormonale de la femme, et cela essentiellement à des moments clés de leur vie hormonale. Première phase, c'est essentiellement tout ce qui concerne la phase hormonale avant la ménopause, avec en particulier la période de la mise en place d'une contraception. Autre phase également qui peut avoir un rôle sur le risque cardiaque qui concerne la grossesse. Et enfin, troisième phase également importante au niveau du risque vasculaire, c'est la ménopause chez les femmes. Alors, tout d'abord, avant la ménopause, on s'est aperçu qu'il y avait des éléments qui étaient à surveiller car pouvant être des marqueurs de risque vasculaire. C'est en particulier le rôle des premières règles précoces avant l'âge de 11 ans qui représenteraient un risque vasculaire pour plus tard. Ce sont des règles irrégulières. Ce sont les femmes avec un terrain migraineux, surtout s'il est avec aura. Ce sont les femmes, on l'a vu, et là vraiment il faut insister, qui associent contraception hormonale et tabac. Et là, on doit considérer bien sûr une aide pour l'arrêt du tabac et une contraception adaptée. Et ce sont également les femmes qui présentent une ménopause précoce avant l'âge de 40 ans. Et puis, et semble-t-il de façon de plus en plus importante, il y a tous ces problèmes liés à l'infertilité, en particulier lorsqu'il y a ce que l'on appelle un syndrome des ovaires polykystiques ou alors des anomalies telles l'endométriose, qui représentent là aussi un risque très augmenté de développer une maladie cardiovasculaire. Et ce syndrome des ovaires polykystiques ou l'endométriose toucherait environ 10% des femmes.
Actuellement, on étudie également les effets pouvant se produire au niveau de tout ce qui est procréation médicalement assistée, tant chez les femmes que chez les enfants, où il peut y avoir développé des facteurs de risque spécifiques, en particulier l'hypertension. Autre période qui peut être à risque, ce sont les grossesses, en particulier lorsqu'elles aboutissent à un accouchement prématuré, c'est-à-dire une naissance avant la 37e semaine de terme, qui représente de plus en plus de grossesses, malheureusement, hein, 5 à 12% des naissances. Et également un risque lorsque cette grossesse est compliquée d'une hypertension, hein, ce que l'on appelle l'hypertension gravidique, ou encore plus grave, la prééclampsie ou l'éclampsie, ou encore lorsque cette grossesse est compliquée d'un diabète, ce qu'on appelle le diabète gestationnel, qui va majorer le risque de développer non seulement un diabète après la grossesse, mais augmente le risque vasculaire de multiplier par 2 d'accident vasculaire cérébral ou par 4 d'infarctus. Également la persistance d'un gain de poids après la grossesse, ce qui représenterait un risque. Alors, ce point est important à connaître, hein. En effet, actuellement, les grossesses sont quand même dans l'ensemble très, très bien suivies, et lorsqu'il existe une hypertension, lorsqu'il existe un diabète, les femmes sont suivies et traitées. Ce que l'on sait moins, c'est que donc ce marqueur de risque, eh ben, on a tendance un petit peu à l'oublier, alors qu'il va représenter un risque particulier de développer, mais assez vite, hein, dans les quelques années qui suivent l'accouchement, un risque vasculaire, et il devrait donc faire l'objet d'une prévention accrue. Autre période particulièrement à risque chez les femmes, liée à leur vie hormonale, eh bien, c'est la ménopause. Alors, la ménopause, donc, c'est une période de transition métabolique et vasculaire qui est majeure, où la femme va perdre la protection hormonale qu'elle a, en particulier par les œstrogènes qui lui permettent d'avoir des artères très souples, qui lui permettent d'avoir une augmentation du bon cholestérol, qui leur permettent également d'avoir un meilleur contrôle du taux de sucre dans le sang. Donc cette perte de la protection des œstrogènes va augmenter de façon majeure le risque. Alors, cette ménopause va s'accompagner de symptômes, des bouffées de chaleur plus ou moins importantes, mais très fréquemment retrouvées, hein, chez 8 femmes sur 10, accompagnées de sueur nocturne, de sécheresse vulvo-vaginale, de troubles urinaires, des insomnies, des douleurs articulaires, donc des symptômes qui vont altérer énormément chez quelques femmes, d'une part leur qualité de vie personnelle, leur qualité de vie professionnelle. Ces symptômes, en plus, il va y avoir donc une transition métabolique qui va se traduire par une augmentation du poids, malgré un régime qui ne sera pas modifié, avec en particulier une prise de poids au niveau de l'abdomen, et on sait que cette graisse abdominale est très délétère par ses conséquences, parce qu'elle va favoriser ce que l'on appelle l'insulinorésistance ou l'intolérance au glucose, qui va faire le lit du diabète. Les artères sont plus rigides, et donc il va y avoir une hypertension artérielle qui va être plus facilement développée. Et puis, il va y avoir un métabolisme des graisses, un métabolisme lipidique qui va être modifié avec une augmentation des triglycérides et la baisse du bon cholestérol, du HDL cholestérol. Et également, ces œstrogènes, la perte de ces œstrogènes entraîne une perte de la masse musculaire et un risque d'ostéoporose. Donc, ces facteurs de risque, on pense que ces flushs, lorsqu'ils sont très très importants, ces bouffées de chaleur multiplient par 2 le risque d'infarctus. Et lorsqu'il n'existe pas de contre-indication, il ne faut pas hésiter à améliorer et le risque vasculaire, mais surtout la qualité de vie de ces femmes par un traitement hormonal. Alors, les contre-indications
quelles sont-elles? Les contre-indications, ce sont les femmes qui ont déjà eu des problèmes vasculaires, un infarctus, un accident vasculaire cérébral, contre-indication formelle. Ce sont également les femmes qui ont des antécédents de cancer du sein ou de cancer gynécologique. Mais en dehors de ces contre-indications, il ne faut pas hésiter à traiter en sachant que le traitement n'est pas proprement dit un traitement de prévention, mais c'est un traitement des symptômes. Le débuter le plus tôt possible, de préférence dans les 5 ans qui suivent la ménopause. Utiliser des hormones naturelles, de l'éthényl-estradiol par voie transdermique et non pas par comprimé, et associé à de la progestérone. Et on fait actuellement des recherches pour essayer de trouver des œstrogènes naturels qui auraient un moindre retentissement métabolique. La durée n'est pas encore fixée, on pense qu'actuellement c'est une dizaine d'années. Alors pourquoi j'en parle? C'est parce qu'il y a eu au début des années 2000 des études qui ont été faites aux États-Unis, mais qui concernaient des populations très différentes des populations européennes, qui concernaient des traitements de la ménopause très différents des traitements que l'on utilise actuels, mais qui ont montré dans cette population et dans ces études une augmentation des maladies cardiovasculaires. Et donc, il y a eu un effet, j'allais dire, de protection, hein, avec demander à tous les gynécologues, à tous les médecins d'arrêter ces traitements hormonaux de la ménopause. Actuellement, donc, on en revient un petit peu, même beaucoup, hein, en sachant que donc, chez ces femmes sans risque particulier et à condition de mettre en place ce type de traitement, le risque cardiovasculaire n'est pas augmenté et la qualité de vie notablement améliorée. Donc, pour pallier à ces changements, c'est bien sûr augmenter l'activité physique. C'est vraiment, je crois, le meilleur conseil anti-âge que l'on puisse donner, avec au moins 30 minutes d'une activité quotidienne associée à du renforcement musculaire. C'est avoir une alimentation équilibrée, je ne parle pas de régime, avec des besoins en calcium dont on sait qu'ils sont augmentés, donc ne pas hésiter à augmenter sa consommation de laitage et de garder un apport suffisant en vitamine D. Donc, on a parlé des facteurs de risque métaboliques, mais il existe également chez les femmes des croyances ou des comportements à risque qui peuvent augmenter ce risque cardiovasculaire. Tout d'abord, des idées fausses, hein. On a longtemps pensé que l'accident cardiaque concernait surtout les hommes, donc les symptômes peuvent être un petit peu minimisés chez les femmes. Il y a également des facteurs comportementaux et socioculturels. Lorsqu'une femme va avoir, par exemple, une douleur au niveau de la poitrine, on pensera tout de suite à un problème cardiaque chez un homme, avec un appel immédiat au 15. Chez les femmes, d'abord, elles disent ça va passer. Elles ont peur de déranger et on note souvent un appel différé au secours. La seconde chose, c'est que souvent la femme va prioriser son foyer, elle est en charge des enfants, elle est en charge quelquefois de ses parents, au détriment donc de sa santé. Et quelquefois, elle manque même de soutien familial, hein, en réadaptation. Moi, j'ai eu quelquefois des femmes qui disent: «Ah ben non, je ne peux pas aller en réadaptation, que deviendrait mon mari?» hein. Bon, les choses sont en train de changer au niveau des nouvelles générations, mais c'est réellement un facteur qui était à prendre en considération. Et puis il y a donc, on parlait des symptômes d'infarctus qui sont méconnus ou minimisés par les femmes. Et puis, il y a également de ce qu'on pourrait dire des fake news qui ont beaucoup circulé dans les réseaux sociaux en disant que les symptômes étaient complètement différents de l'infarctus chez les femmes et chez les hommes. C'est faux. C'est tout à fait faux. Les symptômes sont, dans la grande majorité des cas, c'est-à-dire près de 90% des cas, identiques à ceux de l'homme, même s'il peut y avoir d'autres signes qui peuvent accompagner plus fréquemment, comme des nausées, des vomissements, des sueurs, des palpitations, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est une douleur thoracique
un seul geste, appelez le 15, car chaque minute va compter. Pour rappel, donc les caractéristiques de l'infarctus, donc c'est la douleur thoracique qui est présente donc dans 90% des cas. Des signes qui peuvent accompagner, hein, on vient de les voir. La douleur, elle est au niveau de la poitrine, mais il peut y avoir des irradiations dans la mâchoire, il peut y avoir des irradiations dans le bras gauche. Il faut également être attentif à des signes qui peuvent apparaître quelques semaines ou quelques mois avant l'infarctus. C'est une fatigue inhabituelle, intense, persistante. C'est des douleurs thoraciques, mais qui passent rapidement dans la poitrine ou dans les bras lorsqu'on fait un effort. C'est un essoufflement à l'effort inhabituel. Et puis, également, les complications peuvent se présenter sous forme d'accident vasculaire cérébral, avec des signes d'alerte qui sont souvent variés. Ça peut être des maux de tête inhabituels et très intenses, un visage qui devient asymétrique, des troubles de la parole, des troubles de la compréhension qui arrivent subitement, des troubles de la sensibilité du visage d'un membre, ou alors carrément une paralysie d'un membre ou d'une perte d'équilibre. Là encore, c'est une pathologie qui touche plus fréquemment les femmes et surtout les femmes plus âgées. Et malgré tout, se méfier parce que ça peut toucher les femmes plus jeunes, là encore, quand il y a une association de pilules et de tabac, ou malheureusement actuellement également de drogue. Donc on a vu que dans ces risques vasculaires, ça impliquait les femmes, mais ça implique également les professionnels de santé. En tant que médecin, on a eu une formation tout à fait insuffisante sur la spécificité des maladies cardio-neurovasculaires chez la femme, avec des retards de diagnostic qu'on retrouve encore malheureusement maintenant. On s'est aperçu également que les traitements étaient peut-être pas forcément optimaux chez les femmes, hein, avec en particulier moins de coronarographie avec mise en place de stents, des traitements médicaux qui ne sont peut-être pas non plus optimaux. Et puis, lorsqu'on a fait un infarctus, il est important de pouvoir se réadapter, de pouvoir adopter un nouveau mode de vie. Et c'est quelque chose de majeur, car le fait de faire une réadaptation cardiovasculaire diminue la mortalité cardiovasculaire de 26%, c'est pas négligeable. Donc, ne pas aller en réadaptation après un infarctus, c'est une réelle perte de chance. Et là encore, la réadaptation est moins prescrite chez les femmes que chez les hommes. Et puis, pendant longtemps, les femmes ont été sous, voire non représentées dans les études cliniques. Et finalement, on adoptait des conclusions d'études qui avaient été faites chez les hommes aux femmes, alors que le métabolisme était différent. Donc ça pouvait entraîner des traitements non adaptés, mais très heureusement, et depuis 2-3 ans, on voit que des progrès ont été faits, où les études maintenant concernent également les femmes. Alors, quelle solution? Donc, il faut bien se rappeler, et c'est vraiment le point positif qu'il faut retenir, c'est que 9 facteurs comportementaux expliquent plus de 80% des infarctus. Alors, on a des facteurs de risque, on l'a vu, c'est l'excès de cholestérol, le tabac, le diabète, l'hypertension, l'obésité abdominale, le stress psychosocial. On a des facteurs de protection qui sont les régimes équilibrés, en particulier riches en fruits et en légumes. C'est une activité physique régulière, éventuellement une faible consommation d'alcool, mais ce n'est pas forcément à préconiser. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des fédérations, des associations qui œuvrent pour cette prévention cardiovasculaire, en particulier la Fédération française de cardiologie, qui fait de la santé cardiovasculaire des femmes un combat phare par sa commission Cœur de Femmes. Les maladies cardiovasculaires ne sont pas une fatalité, et on a édité au niveau de la Fédération de cardiologie un fichier avec des conseils de prévention. Je vous invite d'ailleurs à vous
mettre sur le site de la Fédération de cardiologie et vous avez un petit onglet qui s'appelle Je me teste et en l'espace de quelques clics, vous avez une évaluation de votre risque cardiovasculaire. Alors, ces facteurs de risque, donc on en a discerné 10, 6 qui comportent le mode de vie avec donc l'absence de tabac, l'exercice physique, l'alimentation équilibrée, limiter ou éviter les boissons alcoolisées, réduire le stress, prendre soin du sommeil, c'est quelque chose d'important. 2 règles qui concernent également la surveillance de sa santé, en particulier au niveau du poids et au niveau de paramètres biologiques, comme le taux de cholestérol, le taux de sucre dans le sang, par exemple. Et on a fait un chapitre tout particulier pour les femmes, en leur demandant donc d'être vigilantes lors des 3 phases clés de leur vie hormonale, en particulier celles qui concernent la contraception, celles qui concernent les grossesses et celles qui concernent la ménopause. Et bien sûr, se connaître, écouter les signes de son corps, connaître et écouter donc les symptômes d'un infarctus et ne pas négliger la réadaptation. Donc au total, surmortalité, certes, augmentation inquiétante des infarctus chez les femmes jeunes, des facteurs de risque traditionnels, mais également des facteurs de risque spécifiques qui sont méconnus, et des solutions qui vont passer bien sûr par la formation des professionnels de santé, par des recherches cliniques, et enfin, et j'allais dire surtout, par tout ce qui concerne l'information des femmes. Voilà, je vous remercie, je suis à l'écoute de vos commentaires. Merci beaucoup, docteur. C'était très intéressant. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. En attendant d'avoir quelques questions, je vais donc vous partager le lien du questionnaire. N'hésitez pas à le remplir pour qu'on puisse vous proposer des webinaires de mieux en mieux préparés. J'en profite pour faire un lien. Vous avez parlé de prendre soin du sommeil. Il se trouve que notre webinaire qui aura lieu le 29 août traitera du sommeil, justement. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux où vous recevrez par mail l'invitation si vous avez bien coché la petite case lors de votre inscription pour recevoir l'invitation pour ce webinaire sur le sommeil, justement. Vous pouvez également indiquer votre adresse mail dans le questionnaire de satisfaction si vous n'avez pas coché la petite case. Oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est un facteur de risque. Alors, ça concerne ce qu'on appelle les syndromes d'apnée du sommeil, bien sûr, mais il y a également tous les troubles du sommeil, en particulier le manque de sommeil et le manque d'heures de sommeil qu'on voit augmenter malheureusement chez les plus jeunes, en particulier liés aux écrans, ou également chez les femmes, et en particulier les périodes liées à la grossesse et ensuite le fait d'avoir des enfants jeunes qui perturbent aussi beaucoup le sommeil, et plus chez les femmes que chez les hommes, et qui représente un facteur de risque également au niveau cardiovasculaire. D'accord, ça mériterait effectivement tout un autre webinaire. Super. Bah, il y a des remerciements. C'était très clair. Donc, c'est super. Moi, j'ai peut-être une question. Vous avez parlé donc de réadaptation cardiaque et je crois que c'est particulièrement votre domaine. En quoi Oui. ça consiste simplement la réadaptation cardiaque? D'accord. Alors, donc, vous avez vu qu'on ne fait pas un infarctus par hasard, hein. Le plus souvent, c'est quand même qu'il y a beaucoup de facteurs de risque. Et la réadaptation cardiaque, donc au décours d'un infarctus, ça va permettre d'abord de faire le point, c'est-à-dire d'informer la femme ou l'homme sur les raisons de cet infarctus et de l'aider à mettre en place un nouveau mode de vie qui va passer par le reconditionnement à l'effort, et en particulier comment reprendre une activité physique et le faire sans danger. Cette activité physique se fait sous un contrôle médical et cardiologique. Cette période de réadaptation va permettre également de mettre au point et d'adapter les traitements. Et il va y avoir, à côté de cette partie activité physique, il va y avoir également tout ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va faire le point avec le patient sur ses facteurs de risque
qui peuvent être le cholestérol, l'hypertension, et lui donner finalement, par exemple, des conseils diététiques, par exemple, des conseils pour gérer son stress, des conseils pour l'aider à arrêter le tabac. Voilà, donc c'est vraiment un programme qui est complètement personnalisé. Et le but également de cette réadaptation chez les personnes en activité professionnelle, c'est de les aider à cette réinsertion professionnelle dans les, voilà, avec le meilleur soutien possible en association avec les médecins du travail et les inciter ensuite, donc après cette période qui est aux alentours de 3 semaines à peu près, qui se fait le plus souvent sous un mode ambulatoire, de pouvoir continuer au sein de clubs Cœur et Santé, au sein d'associations de sport adaptés, voilà, parce que bon, 26% de réduction de la mortalité, c'est quand même pas négligeable. Oui, c'est sûr. Effectivement, donc ne pas lâcher dans la nature finalement les personnes qui ont vécu un accident. D'accord. On a des petites remarques. Effectivement, Monsieur Didier Joubert, je ne pensais pas que les risques des femmes étaient aussi importants, d'où l'importance d'en parler, effectivement. Et on a des petites questions. Alors déjà, oui, effectivement, vous pourrez me partager, je pense, votre diaporama. Des personnes le demandent pour le recevoir par mail. Euh, donc, je pourrais vous l'envoyer, effectivement. Et une question, comment faire avancer la prise de conscience pour la mise en place de campagnes de prévention? Grande Alors, c'est question. un vaste, vaste sujet, hein. Bon, vous avez vu que j'ai quand même beaucoup déploré l'absence de plan de politique de santé publique, mais je crois que c'est important. Là, vous allez avoir, elle a démarré ou elle va démarrer une campagne de la Fédération française de cardiologie, justement, qui est ciblée sur les femmes, hein. Vous allez voir, c'est une publicité où on voit que les femmes ne prennent pas suffisamment en compte leur santé, voilà. La seconde chose, c'est que je pense qu'il faut aller vraiment là où sont les femmes. Souvent, lorsqu'elles sont en activité professionnelle et qu'elles ont une charge familiale souvent importante associée, elles prennent moins le temps pour leur santé. Et je pense à différentes actions. En particulier, on est en train de mettre au point des actions au niveau de la médecine du travail. Parce que souvent, c'est le médecin du travail qui est le seul médecin que verra la femme en activité professionnelle lorsqu'elle n'a pas de pathologie particulière. Et ces services de santé au travail sont également des services de prévention. Donc, on est en train de travailler, par exemple, donc pour ces femmes en activité professionnelle, sur des éléments, des consultations de sensibilisation et de prévention, en particulier le dépistage de l'hypertension, mais ça peut être sur d'autres thématiques. On a une autre question. Vous avez dit que certains facteurs de risque sont majorés chez la femme, par exemple le tabagisme, qui représente un facteur de risque plus élevé chez la femme que chez l'homme. Comment cela s'explique? Est-ce métabolique? Alors, on n'a pas toutes les explications. Une des raisons, c'est que les artères des femmes ont un calibre plus petit que celle des hommes. Et on sait que le tabac entraîne, mais très rapidement, hein, dans les 7 secondes qui suivent l'inhalation d'une bouffée de cigarette, un spasme, un resserrement des artères. Donc ça, c'est une des raisons. Et puis, il semble que les œstrogènes en particulier font que la nicotine puisse être un peu plus défavorable au niveau des artères. D'accord, très bien. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Alors, j'en profite pour vous informer d'ailleurs que le bus du Cœur des femmes passera à Blois du 11 au 13 juin sur le parvis de la Halle aux Grains. Si ça vous intéresse, il y aura donc des dépistages et des stands pour s'informer sur toutes ces problématiques. N'hésitez pas à y passer. Alors Voilà. effectivement, il y a ce dépistage qui va être fait et qui va être fait en collaboration avec la Fédération française de cardiologie qui sera également présente à Blois, hein. Ah bah voilà. Voilà. On a une autre question. Un incident cardiaque non identifié immédiatement peut-il l'être a posteriori? Alors oui, il peut l'être a posteriori, bien sûr, mais j'allais dire malheureusement, parce que si on le détecte à distance de la phase aiguë, bah, les dégâts sont faits, hein. Donc, alors les dégâts peuvent être
peu importants, voilà, mais quelquefois, ils peuvent être très, très importants et voilà. C'est la raison pour laquelle réellement, quand on dit que chaque minute compte, l'important quand on fait, un infarctus, hein, donc c'est une artère qui se bouche au niveau des artères coronaires, hein, des artères, du cœur. L'important est de pouvoir rapidement, c'est-à-dire au mieux dans les 3 premières heures, mais sûrement dans les moins de 6 heures, pouvoir, accéder à un service, de soins intensifs de cardiologie, bénéficier d'un examen radiologique qui est une coronarographie qui permet de visualiser l'état des artères et de pouvoir mettre en place, au niveau des artères qui sont bouchées ou rétrécies, ce que l'on appelle un stent qui permet donc de revasculariser, d'ouvrir l'artère et d'ainsi, d'éviter que l'infarctus soit trop important et d'éviter bien sûr les complications. D'accord. Appel Très au bien. 15, voilà, bien s'en souvenir. À retenir, le principal. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas. De toute manière, le replay vous sera envoyé par mail ainsi que le diaporama. Et voilà. Bah, très bien. Merci beaucoup, docteur. C'était Merci à très vous. productif. Et on va pouvoir clore ce webinaire, je pense. Très bien. Eh bien, au revoir Au et bonne revoir. Merci.